Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne d'Opium Philosophie. Nous sommes aujourd'hui avec Geoffroy de la Cannerie, qui est sociologue et philosophe, auteur de Logique de la création, qui est une critique du monde de l'université de la recherche, la dernière leçon de Michel Foucault, portant sur la possibilité de la philosophie de l'émancipation à l'ère néolibérale, l'art de la révolte consacré aux lanceurs d'alerte Edward Snowden, Julian Assange et Chelsea Manning, Jugé, où vous vous intéressez aux logiques de l'État répressif et au droit pénal du point de vue de la sociologie. Pensez dans un monde mauvais, où vous élaborez une pratique de la pensée oppositionnelle non complice de la violence et de la domination qui structure le monde actuel. Le combat à Dama avec Assa Traoré, livre sur la lutte antiraciste et contre les violences policières. La conscience politique, où vous dénoncez les discours mystificateurs de la politique et proposez de la confronter à des vérités scientifiques et sociologiques. Sortir de notre impuissance politique, où vous analysez les failles et suggérez les pistes d'action afin de renouveler la pratique politique de la gauche. L'art impossible, le livre sur les conditions de possibilité de l'art politique. Et enfin, Mon corps, ce désir, cette loi, qui aborde les principaux enjeux de la politique de la sexualité et en propose une conception non répressive. Oui. Alors, pour commencer, la première partie de cet entretien qui sera consacrée plutôt à votre parcours d'auteur en sciences sociales et de professeur de philosophie et sociologie, j'aimerais aborder votre découverte de la philosophie, de l'activité théorique en général. Est-ce que c'est dû à un certain milieu, à une rencontre, à un hasard ? C'est difficile de répondre à la question comme ça parce que moi je pense que quand on rencontre une discipline ou un mode de pensée, il y a toujours deux choses qu'on peut découvrir. C'est soit des contenus de pensée qui sont plutôt donnés par les profs, etc. Donc ça de fait, je dirais que je les ai découverts en rentrant en prépa. En vérité, moi j'ai fait une terminale scientifique, donc je suis plutôt rentré dans le monde de la philosophie et des sciences sociales par la prépa, qui était une hypocagne BL, donc une hypocagne où il y avait à la fois des sciences sociales, des maths, de l'histoire, de la philo, etc. Mais vous pouvez aussi rencontrer des habitus, c'est-à-dire en fait, il y a des manières d'être au monde, des manières de se penser comme un intellectuel, des manières de concevoir l'activité intellectuelle. Et en fait, moi, paradoxalement, j'ai fait deux rencontres antagonistes, c'est-à-dire en fait, j'ai rencontré les contenus de pensée tels qu'ils étaient filtrés par l'univers scolaire et par l'université à travers l'Hippocagne, la Cagne et l'ENS. Mais j'ai rencontré l'habitus critique et l'habitus intellectuel via Didier Ribon, que j'ai rencontré lorsque j'étais en Hippocagne, et qui, en fait, m'a présenté, en vérité, qu'est-ce que c'était que écrire, que c'était qu'être intellectuel, que c'était qu'être intellectuel critique, m'a parlé de ses rencontres avec Bourdieu, avec Foucault, etc. Et en fait, cette espèce d'écart chez moi qu'il y a eu entre ce que j'avais l'impression que c'était d'être un philosophe ou un intellectuel que maintenant j'appellerais oppositionnel, c'est-à-dire que c'était en termes de mode d'écriture, en termes d'habitus même, en termes de manière d'être, et que ça se réduisait pas à des contenus de pensée qui étaient parfois un peu asséchés dans l'université ou dans le monde de la recherche académique, d'où le livre Logique de la création, en vérité, qui est né d'une critique de l'université au nom des savoirs qui n'étaient pas paradoxalement enseignés à l'université, mais par des gens qui avaient construit ces savoirs contre l'université. Et donc voilà, j'ai fait une double rencontre impossible en vérité, entre les contenus via l'univers scolaire et des habitus via l'univers personnel. Et donc, au cours de votre formation, vous dites que vous avez fait une formation de sciences sociales, donc de la philosophie, de la sociologie, et donc de la formation que vous avez eue. Qu'est-ce que vous en avez pensé de la manière en général dont la philosophie est traditionnellement enseignée? Parce que j'ai du mal à vous imaginer relire la physique d'Aristote pour le loisir. Bon moi j'ai jamais cru à l'école. Déjà j'ai une base dans la vie, c'est que j'ai jamais cru à l'école comme étant un lieu très important, et j'ai jamais trop aimé mes profs, ni trop aimé ce qu'on m'enseignait. J'ai toujours eu un rapport cynique à l'école, c'est-à-dire avoir les concours pour avoir des positions, pour avoir des postes. Ça a toujours été ça pour moi, de l'Hippocagne pour avoir le NS jusqu'à la thèse. J'ai jamais vraiment cru à l'univers scolaire, à ce qu'on m'enseignait. Je faisais des copies, puis je rentrais chez moi. J'ai jamais investi les profs, j'ai jamais été très heureux de ce qui se passait, jamais très impressionné par mes profs. Donc ça, je pense que c'est un truc très important, que ce soit à l'ENS, que ce soit à Nanterre où j'ai fait de la socio et de l'économie, etc., ou à l'EHSS où j'ai fait de la socio, à Paris 1 aussi, de la science politique. Donc en gros, moi, voilà, l'école n'a jamais été un lieu important pour moi, ma formation, et c'est pour ça que moi j'ai des étudiants aujourd'hui, je leur dis toujours, faut pas trop investir à l'école, quoi. L'école c'est pas très important, la formation on la fait un peu soi-même, par les lectures qu'on se donne, par les rencontres qu'on se fait, par les exigences qu'on se donne à soi-même, en écoutant des conférences, en écoutant des podcasts, en lisant des livres. Moi j'ai eu la chance d'aller écouter Pierre Bourdieu au Collège de France par exemple, puisque j'étais en Cannes, il faisait sa dernière année de cours au Collège de France, donc ce qui est paru sur le titre Sciences de la science et réflexivité, moi j'ai assisté à ce cours, etc. Donc voilà, ça c'est ce que j'appellerais ma formation, qui a toujours été pour moi un peu autonome en vérité, d'une certaine manière autodidacte en vérité. C'est-à-dire en fait que je me suis donné à moi-même des lectures, des choses, etc. Et ce qui m'empêche pas du tout de lire des classiques en vérité, de lire Spinoza, de lire Aristote, etc. Même si c'est vrai que c'est pas franchement ce que je lis le plus, et que en plus je méprise un petit peu les gens qui affichent la culture scolaire comme un instrument d'intimidation
intimidation à ceux qui l'ont pas. Donc je pense que dire que de toute façon les gens qui lisent ça en vérité c'est toujours un peu pour dire moi j'ai de la culture classique, etc. Ça m'intéresse pas trop comme rapport au savoir. Mais donc voilà, je dirais que moi j'ai plutôt fait une formation qu'on peut dire non disciplinaire, c'est-à-dire que j'ai beaucoup lu de sociologie, beaucoup lu de sociaux, beaucoup lu même d'économie, parce que j'ai adoré l'économie. La seule chose que j'ai aimé à la fac, c'est l'économie que j'ai appris à Nanterre, plutôt une économie en fait orthodoxe, néoclassique, d'où le livre sur le néolibéralisme en vérité, qui m'a toujours beaucoup intéressé comme mode de pensée, Gary Becker, etc. Les nouveaux classiques et tout. Et voilà, ma formation elle s'est faite comme ça, par une lecture un peu en dehors du champ universitaire. Du coup, votre pensée de la réalité du monde tel qu'il est, c'est-à-dire construit par des rapports de pouvoir, des modes d'oppression et des inégalités, est-ce qu'à un moment de votre vie, vous avez vécu une sorte de moment où ça a basculé pour vous la compréhension du monde social tel qu'il est, où il y avait une sorte de prise de conscience? Personnellement, je considère que l'interrogation sur la genèse des dispositions critiques, elle doit être balayée par le fait que la mauvaiseté du monde, elle est donnée. Ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel j'insiste très souvent, c'est qu'il suffit de vivre dans le monde, il suffit de regarder un petit peu la télé, il suffit de marcher dans la rue et de voir un clochard pour, en gros, savoir que le monde social est marqué par des phénomènes de domination, des phénomènes de relégation, des phénomènes de prédation, etc. Et qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une mauvaiseté du monde. Moi, je pense que ce qu'il faut toujours plutôt poser comme question aux gens, c'est qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas de gauche, ou qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas alerté aux inégalités, ou qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas engagé dans une pratique oppositionnelle, à partir du moment où le monde est donné dans sa mauvaiseté, dans sa violence, etc., dans la multiplicité des formes de violence, qui sont pas du tout quelque chose qu'il faut découvrir, mais qui est patent, qui est devant tout le monde, que tout le monde sait. Et en fait, le rapport au monde, c'est soit des gens qui vont au bout de ce que la lucidité et l'éthique imposent, étant donné la prise de, même pas la prise de conscience, la reconnaissance de la vérité du monde, ou ceux qui vont mettre en place des phénomènes d'illusion, de mensonge à soi-même, d'idéologie, de mystification, pour continuer leur vie, malgré le fait qu'ils savent très bien la vérité du monde. Moi, j'ai coutume de dire, mais c'est vrai, mais que quand Macron dit les violences policières n'existent pas, la pénibilité du travail n'existe pas, il sait très bien qu'il ment. Il le connaît très bien, il voit très bien les ouvriers travailler chez lui, il sait très bien ce que c'est que lever à 5 heures du matin, il sait le taux d'accident du travail dans les milieux comme les aides à la vie sociale ou les ouvriers du bâtiment, etc., et que c'est pas les mêmes que chez les banquiers de chez Rothschild, etc., donc il le sait. Il est pas en train de dire qu'il sait pas. En fait, il le sait, mais il ment pour perpétuer un système de prédation des corps qui lui permet d'assurer les bénéfices de sa classe sociale, etc. Donc, pour revenir à cette question-là, moi, je pense que, comme tout le monde, j'ai été révolté par le monde dès que j'y ai été jeté. Voilà. Je pense que c'est une donnée évidente du monde, d'être révolté par le monde dès qu'on y est jeté. La question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'il peut y avoir comme persistance de cet habitus oppositionnel, si on veut, qui se développe plutôt quand on est jeune en vérité, qu'est-ce qui fait qu'il persiste, et qu'est-ce qui fait qu'il m'a donné envie d'aller le plus loin possible dans une forme de construction d'une éthique oppositionnelle dans la pensée. Et ça, je pense que c'est lié à peut-être que moi j'ai été très très vite engagé dans le mouvement lycéen tout de suite, quoi, c'est-à-dire bloquer mon lycée, etc. Ça, je pense que très très vite. Les manifestations, j'ai toujours adoré les moments un peu stridents, les manifestations où ça casse, etc. C'est toujours ces moments-là qui m'ont attiré de toute façon. Et puis l'écriture, la pensée, parce que j'ai toujours défendu l'idée selon laquelle plus on écrit sur le monde, plus on est amené à être en insurrection contre lui, plus on est amené à dire sa vérité, plus on est amené à être en opposition avec lui. Et donc je dirais que c'est l'accumulation de toutes ces choses qui après deviennent une espèce de cercle vertueux de l'indignation et de l'oppositionnalité. Et je vois pas très bien comment, à partir d'un moment, c'est possible d'en sortir. C'est-à-dire, de toute façon, ça, on parle beaucoup du vieillissement social, on parle des gens qui étaient à gauche puis qui deviennent à droite, etc. Moi, je vois pas trop comment en sortir. C'est mon côté un peu addict à la vérité, à l'oppositionnalité qui m'empêche complètement de sortir de cette disposition-là. À part votre activité d'auteur, vous êtes aussi professeur de philosophie des sciences sociales à l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy. Est-ce que vous aimez bien enseigner? Beaucoup, mais j'aimerais bien que les formes changent. J'ai fait plusieurs années là de cours, en fait des cours magistraux, dans lesquels je change d'année tous les ans sur un thème. J'enseigne jamais sur ma pensée, j'enseigne jamais ce que je pense, et je pense les étudiants ne peuvent pas du tout savoir quel est mon rapport forcément aux auteurs que j'enseigne, et je choisis un thème tous les ans. Cette année, j'ai fait l'amour et l'amitié, j'ai fait des cours sur la peine de mort, j'ai fait des cours sur la psychanalyse, j'ai fait des cours sur Derrida, j'ai fait des cours sur le pouvoir après Marx, etc. Donc voilà, j'ai fait des thèmes pour l'année, puis je distribue les textes, le cours sur Manet de Pierre Bourdieu, etc. Et avec qui j'enseigne avec mes étudiants.
C'est une forme que j'aime beaucoup, beaucoup. Ça fait plusieurs années que je le fais. En ce moment, j'aimerais bien trouver une forme différente. J'aimerais bien réfléchir à une forme un petit peu différente que la forme magistrale que j'ai beaucoup, beaucoup aimée. Mais en tant que tel, l'enseignement, quand il est déconnecté de mon écriture, il me permet de lire des livres très, très différents de ce que je lis pour travailler. Et en fait, ça, c'est très important pour moi de lire pour enseigner et pas pour... Il y a des gens qui enseignent sur leur recherche, par exemple. Moi, je peux pas du tout faire ça. Et en fait, voilà, ça, j'aime beaucoup faire ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a une forme de transmission dans ce que vous faites du coup, même si vous enseignez pas sur vos recherches? Oui. Est-ce qu'il y a une manière de penser qui est quand même transmissible dans ces cours? Alors moi, je vous dirais que les lieux essentiels de la transmission pour moi, ça reste le livre et les conférences autour de mes livres ou des entretiens comme ça. Je pense que c'est comme ce qui est le plus important pour moi par rapport à mon travail en fait, qui est mon travail, qui est d'être prof. Malgré tout, comme je l'ai dit au début de notre entretien, je pense que ce qu'on enseigne quand on enseigne, c'est toujours deux choses, c'est des contenus et des habitus. Moi, de plus en plus, je suis sensible à la question ce que Durkheim appelait les mœurs, c'est-à-dire ce que Bourdieu appelait les dispositions corporelles, etc. C'est-à-dire qu'en fait, être de gauche ou être orienté dans une pratique de savoir, ou etc. C'est pas tellement forcément avoir des contenus de pensée, bien sûr, ça l'est aussi, mais c'est aussi avoir une certaine attitude, un certain rapport aux autres, un certain rapport au pouvoir, un certain rapport au savoir, un certain rapport à l'écriture, etc., au dispositif de l'écriture et tout. Et que par conséquent, ça peut se transmettre aussi de façon presque infraconsciente par votre manière dont vous êtes prof, dont vous incarnez une certaine figure du rapport au savoir, du rapport au livre, à la fois de grande, plus que respect, de grande admiration, mais aussi de savoir critiquer ou d'avoir un peu de légèreté, etc., de pas être dans l'habitus un peu pompeux et tout ça, de pas avoir un rapport intimidant au savoir, de pas avoir un rapport triste au savoir, qui sont des dispositifs pour lesquels on exclut les gens du savoir. Foucault dit une chose très très belle, il dit en fait l'admirante technologie contemporaine, par exemple, elle consiste à rendre le savoir triste, pour faire croire aux gens que ça va être triste de lire des livres pour qu'en fait ils s'en détournent. D'accord ? Et en fait, on peut très bien avoir un rapport très heureux à la lecture, très heureux au livre, très heureux à la philosophie, même la plus difficile et tout. Et je pense que si vous arrivez à transmettre de façon infraconsciente par votre seul rapport corporel, presque dans la pièce, dans la façon dont vous parlez des auteurs, dont vous pouvez, voilà, transmettre un rapport au savoir qui va être un rapport non triste, non pompeux, non autoritaire, etc. Bah, vous pouvez à ce moment-là transmettre quelque chose qui, de fait, eux pourront réintégrer dans leur pratique artistique, pour une grande part, parce que c'est des artistes, et qui là, serait une forme de transmission, mais pas en termes de contenu. Il serait une transmission en termes de plus de disposition mentale à l'hérésie, quoi. On va du coup parler de votre activité, de votre pratique théorique. Oui. Et, comment écrivez-vous en fait? Comment vous faites pour avoir des idées? Quel est le rapport entre les inspirations théoriques et les événements dans les événements réels, les événements comment vous faites pour jongler, je sais pas, entre les deux et voilà. De quelle manière vous les faites coexister? C'est une très très dure question. Très très dure question. Et parce qu'il faut pas trop croire au mystère de l'écriture. D'abord, les idées, c'est du travail. D'abord, ça, je pense que c'est la base, qu'il faut bien penser que personne se lève le matin en ayant une idée géniale, ou une idée même pas géniale, mais correcte. Ça n'existe pas. L'inspiration, c'est la méthode. L'inspiration, c'est le travail. Je crois que c'est Flaubert qui disait ça, mais je crois que c'est tout à fait vrai. L'inspiration, c'est se lever tous les jours à la même heure et se mettre à son bureau. Je crois que ça, il n'y a aucun risque par rapport à ça. Ce qui veut dire que l'inspiration, c'est créer les conditions matérielles pour pouvoir se lever tous les jours et se mettre à son bureau. Par exemple, pour moi, c'est sur quoi je suis en train d'écrire en ce moment, c'est un livre sur l'amitié et l'amour, etc., dans leur rapport à la question de la création intellectuelle, ne pas avoir d'enfants, ne pas avoir de vie familiale, avoir un rapport particulier à la question du couple et de la conjugalité, ne pas habiter avec son amour, etc. Je pense que ça, c'est des conditions de la création, par exemple. Je pense que le fait d'être dans une vie familiale et conjugale, quelque chose qui détruit la capacité à être un auteur. Et moi, je connais tellement de gens qui se plaignent de pas avoir le temps pour écrire, mais qui ont des enfants, et qui après vont faire des goûters, cacher les œufs de Pâques, etc., au dîner avec les grands-parents, et qui après s'étonnent de pas avoir le temps pour écrire. Bah oui, l'écrire, c'est du temps. Donc ça demande de pas avoir d'enfants, de pas avoir de vie de famille. Il n'y a pas de possibilité. Et si vous êtes un auteur, il faut choisir une vie différente. C'est obligatoire que de s'engager dans une vie différente que la vie familiale et la vie conjugale. Donc, par exemple, une des conditions d'inspiration, c'est la rupture avec le mode de vie familial. Ça, je pense que c'est tout à fait essentiel pour quelqu'un comme moi, par exemple, ce qui me permet de me lever à peu près à l'heure que je le sens quand j'ai mes cours, etc., de me mettre à mon bureau, de lire, d'être attentif à ce qu'il peut faire dehors, parce que je suis pas obsédé par la question de l'éducation, par la question de la carte scolaire, par la question de est-ce qu'il a bien fait ses devoirs, est-ce qu'il a mal au ventre, etc. Mais c'est important, parce qu'en fait, c'est des conditions matérielles qu'on n'oublie pas, qu'on oublie toujours. Mais en fait, quelques hommes ont réussi à faire des œuvres parce qu'ils déléguaient tout à leur femme, en fait. Et parce qu'en fait, ils en avaient strictement rien à foutre de vie familiale, parce qu'en fait, c'est la femme qui faisait tout, puis ils vivaient une vie célibataire, en fait, avec leur femme. Mais c'est vrai.
en fait. C'est vrai. Mais au fond, si jamais, donc aujourd'hui, les choses sont quand même un petit peu mieux réparties, surtout dans la bourgeoisie culturelle, quoi, disons, les fonctionnaires, des profs, etc. En fait, ça détruit la capacité à créer. Donc, ça veut dire, pour les femmes et pour les hommes, évidemment. Et donc, ça veut dire qu'une des conditions, Simone de Beauvoir est un exemple parfait de ça, évidemment, la rupture avec la vie familiale, conjugale, le fait d'inventer avec Sartre un mode de vie très libre, au café, etc., a été la condition de l'écriture. Donc, rencontrer des gens, aller dehors, avoir des amis, etc. Je pense que c'est vraiment une pratique tout à fait essentielle dans le fait de pouvoir écrire. Donc, moi, c'est une régularité dans le travail, voilà. Je dirais ça. Et après, comment les choses viennent à la pensée, c'est un peu bizarre. Je dirais que moi, il y a deux modes de rencontre. Il y a soit des livres qui sont nés d'actualité qui m'ont changé. Et ça, c'est deux livres pour moi qui ont été ça, qui ont été le livre sur Snowden et SNG Manning, c'est-à-dire l'irruption de ces figures-là. Qu'est-ce qui fait qu'elles ont produit une telle émotion dans l'espace public? Et ma théorie a été que s'il y a eu une telle émotion, c'est parce que elles ont produit quelque chose qu'on n'arrivait pas à capter par le langage. Et que l'émotion est le moment où on ne peut pas s'approprier un événement, un peu comme le 11 septembre, et que comme on ne sait plus parler, on est ému, c'est on fait ça. Ça veut dire qu'on ne sait plus quoi dire comme catégorie. Et donc, en fait, il s'agissait de penser quelle innovation politique était derrière l'apparition de visages comme celui de Chelsea Manning, comme Edward Snowden, comme Julian Assange, qui nous ont dit quelque chose d'un avenir qu'on n'avait pas encore pensé, et que moi j'ai essayé de penser dans mon livre. Ou bien sûr, l'affaire Traoré, le meurtre d'Adama Traoré par la police, par les gendarmes en vérité, à Beaumont-sur-Oise. Et toute la mobilisation qu'Assa Traoré a construite autour de ça, et qui, moi, a été un moment tout à fait central dans ma pensée, puisque c'était un moment où j'étais en train d'écrire Jugé, où je passais mon temps pour le mot démocratie. Et Assa Traoré dit, nous ne vivons pas en démocratie. Nous vivons dans une anti-démocratie, et ce que vit ma famille en est la preuve. Et je me suis dit, en fait, peut-être que je suis en train de me tromper totalement, en fait, parce que je vois pas le monde à travers ce qu'elle voit. Et que si je pense du point de vue de ce que vit Assa Traoré et les Adama Traoré, en fait, je vais complètement faire exploser mes catégories de pensée. Et donc ça, c'est un événement qui m'a beaucoup marqué et qui, de fait, a produit le combat Adama, et puis la conscience politique, où je romps avec le concept de démocratie, où en fait, je dis que c'est un concept qui n'est pas utile pour penser la politique et qu'il faut se débarrasser de ce concept-là pour penser les faits politiques. Donc ça peut venir comme ça, parfois sans trop d'explications, c'est quelque chose qui vous frappe. Il y a un arbitraire de la pensée, c'est-à-dire que moi, j'ai moins été frappé par des phénomènes d'écologie ou des phénomènes... Qu'est-ce que je veux dire? J'aurais très bien pu. Mais c'est pas ça. On peut se passer pas trop ce que dans un corps marque quelque chose. Ou alors, ça vient par la logique, c'est-à-dire pure de la pensée. C'est-à-dire que moi, j'étais très bon en maths, et je crois beaucoup à la pensée un peu logique qui va au bout d'elle-même et qui, à ce moment-là, débouche sur ses propres conséquences. Et des livres comme La conscience politique ou L'art impossible, c'est plutôt ces exercices-là, ou Juger. C'est des livres qui essayent de prendre un problème, en fait, assez banal, c'est-à-dire le système pénal, le système politique, l'art, etc., mais qui, essayant de pousser le plus loin possible la pensée sociologique, en fait, vont arriver à des transformations un peu dans les manières de problématiser. Ouais. Et dans ce que vous racontez avec les rencontres, avec le combat Adama, il y a, ça ressemble à une réaction personnelle, à une éthique personnelle qui intervient du coup dans votre activité académique. Oui. Donc, est-ce qu'il y a une sorte, il y a pas de décalage pour vous entre une éthique personnelle et une éthique académique? Donc, Oui, ce qui vous frappe personnellement, vous commencez à en parler théoriquement. Oui, mais c'est même plus que ça. Moi, je dirais qu'en fait, il y a pas de, je dirais comme ça, je dirais il n'y a pas tellement de différence entre l'espace de la vie et l'espace de la production intellectuelle. C'est-à-dire, et de la production théorique. C'est-à-dire, en fait, moi, je me pose pas la question en termes académiques. Déjà, je suis pas dans l'université. Et j'écris pratiquement pas dans les médias universitaires. J'écris jamais d'articles dans les revues. Je vais très peu dans des colloques universitaires. Donc, c'est pas un espace qui m'intéresse particulièrement, déjà. Je pense même que c'est un espace qui est très nocif du point de vue des images de la pensée qui produit et du point de vue de la conception de la vie intellectuelle qui circule et de la manière dont ça affadit totalement l'idée de ce que c'est que penser. Et je pense qu'il faut penser en termes de problèmes. C'est-à-dire que moi, je vais poser une question, par exemple, Assa Traoré parle, je vais poser la question qu'est-ce que c'est que la police, ou comment fonctionne la police, ou quelle est l'articulation entre pouvoir policier et racisme dans nos sociétés. À partir de ce moment-là, ce que va dire Assa, ce que va dire un sociologue américain, ce que va dire le Black Panther Party vont être équivalents pour moi. C'est des manières dont des gens s'intéressent à un problème qui m'intéresse dans ma vie militante, dans ma vie intellectuelle que j'essaie d'articuler l'une à l'autre. Et toutes les paroles qui peuvent être une famille de victimes, un sociologue du droit, un juge à la Cour suprême, etc., vont m'intéresser également parce qu'elles vont faire partie de l'espace des gens qui s'intéressent à ce problème. Et c'est pour ça que dans mes livres, par exemple, la conscience politique, je peux aussi bien citer Hannah Arendt que le Black Panther Party. En fait, c'est pas du tout pour moi une hiérarchie possible, c'est que c'est des gens qui, de fait, ont essayé d'aborder un problème et qui, faisant partie des gens qui ont abordé ce problème, font partie de mon espace de pensée et qui peut être à ce moment-là aussi bien une amie comme Assa Traoré militante
que Habermas, quoi. Et donc en fait, l'idée d'espace, pour moi, n'est pas un espace qui doit être coupé entre l'académie, la politique, la vie. C'est un espace des problèmes. C'est-à-dire, en fait, ce qui compte dans la vie, c'est les problèmes qu'on se pose. Par exemple, comment lutter et faire reculer concrètement l'ordre policier. Et dans cet espace de problèmes, une manifestation du comité pour Adalin, un livre, etc., ou un article de juriste font partie du même monde, de la même vie, et c'est ça ma vie. Et le rôle du militant, donc il entre également parmi votre activité académique et votre activité militante, elle va ensemble. Tout le monde est militant, et tout le monde fait les deux. Ce qui est très important, c'est qu'on emploie toujours les mots militant et engagé pour la gauche. C'est militant, c'est très militant, mais les mecs qui sont à Paris 4 et au CNU, ils sont vraiment aussi militants que moi. Ils font des colloques sur Kant et la déconstruction du savoir à l'heure néolibérale, etc. Mais ils sont d'extrême droite ou de droite et ils sont très militants. Et ils sont très militants pour leur monde, pour leur vie, pour leur censure, pour leur pouvoir, pour leurs médias, etc. Ils sont des militants engagés, mais on leur pose pas la question. Ça, c'est très très important de démilitantiser un peu la gauche pour remilitantiser un peu la droite. Parce qu'on a toujours tendance à penser que la gauche est toujours militante, engagée, critique, etc. Mais il faut pas du tout oublier, et surtout eux le sont très consciemment, exercent des effets de pouvoir dont ils sont très conscients, et surtout sont très souvent beaucoup plus mobilisés que la gauche, et organisée en plus en vérité, et organisée comme une classe spécifique qui veut défendre ses intérêts. Donc en fait, tout le monde défend sa vie quand il écrit. Il y a une phrase très très belle je sais plus si elle est de Sartre, non, je sais pas si elle est de Duras ou de Barthes, qui est dans ce qu'il écrit, chacun défend sa sexualité. Très, très belle. Je pense que c'est une phrase de Marguerite Duras. Et ben dans ce qu'il écrit philosophiquement, chacun milite pour sa vie philosophique, donc pour les dispositifs de pouvoir qui vont avec. Pour les dispositifs de pouvoir, par exemple universitaires, classiques, etc., ils ont aussi des enjeux ultra graves. Ils vont avoir des enjeux sur les classes sociales, sur la question de qui a accès à l'université, de qui peut écrire, donc qui fait un peu le consensus symbolique dans une époque, donc aussi les lois qui vont être votées. Et donc c'est pas parce que vous êtes quelqu'un qui dirigeait la revue métaphysique et de morale que vous n'avez pas des effets de pouvoir énormes à 30 ans, même sur la vie concrète de gens qui vont peut-être mourir parce que vous avez soutenu un dispositif philosophique qui a fait que vous avez créé un mode de pensée dominant qui, dans 30 ans, va créer des gens comme Macron, ou est-ce que je veux dire, et qui va empêcher les gens de venir à la fac ou de faire un savoir avec des Noirs, des Arabes, des gens des classes populaires, etc., j'en sais rien. Et l'université ouverte, des fois une université fermée, etc. Donc vous êtes aussi responsable du monde que moi. Et donc, le fait est que oui, j'articule ma vie au militantisme parce que toute vie est militante, parce que toute vie est inscrite dans des dispositifs de pouvoir, et que la seule manière question qu'il faut se poser, c'est quel type de dispositif de pouvoir j'institue, je réinstitue ou je déstabilise quand je travaille, et est-ce que je le fais consciemment, est-ce que je le fais inconsciemment, est-ce que je le fais pour quel but je le fais, etc. Mais de ce point de vue-là, il n'y a pas de vie qui échappe au militantisme pur, quoi. Et d'autant plus l'activité théorique. Le fait que vous écrivez les livres, est-ce que vous pourrez imaginer quelque chose, un autre métier? Qu'est-ce que vous auriez fait d'autre si vous écrivez pas de livres, vous n'étiez pas auteur? Moi, c'est mon rêve d'arrêter. Mon rêve, c'est que le monde soit juste et qu'il n'y ait plus besoin d'écrire. Moi, en vérité, j'écris que parce que le monde est injuste, que parce qu'il y a des problèmes à dénoncer ou des effets de pouvoir problématiques. Mais moi, si je pouvais être avec une cigarette, un verre de vin sur une plage de Grèce toute ma vie, je serais trop heureux. Moi, je rêve pas du tout d'écrire. C'est pas du tout ma vie. Si on reste dans le monde. C'est un peu faux en même temps. C'est un peu faux de dire ça toujours parce qu'on est content, il faut bien s'occuper et tout ça. Mais mon aspiration fondamentale, elle est plutôt à la vie. Là, je suis en train de lire sur Foucault. Je sais pas si vous l'avez lu, Foucault en Californie. Quand il bascule, là, quand il découvre les drogues, le plaisir un peu sexuel aussi en Californie avec Simon Weil et qui le fait découvrir quand il vient à Berkeley enseigner. Foucault découvre un peu une vie qu'il a ratée par l'écriture. En fait, il a 49 ans quand il fait ça, peut-être 50 ans. Et il se dit, j'ai travaillé toute ma vie, puis il y avait cette possibilité-là, en fait, d'avoir une vie libérée. Il a dit, j'aimerais tellement déménager en Californie, devenir un Californien. C'était un peu avec les collèges de France, les cours, la vie, aller à la bibliothèque tous les jours. Il a rêvé d'une autre vie, une vie plus dans les plaisirs, dans l'amitié, dans l'expérimentation, les drogues, etc. C'est un très très beau livre hein, sur ce qu'on voit un philosophe qui goûte à une vie qu'on lui a volée par la vie intellectuelle et qui se dit, en fait, j'aimerais bien vivre cette vie-là. Et je pense qu'en vérité, c'est un peu ce qu'il a fait, ce qui fait que de fait, ces livres après sont un peu moins bons, en vérité. Les 3 derniers, L'usage du bizarre, etc., sont quand même un peu en dessous de ce qu'il faisait avant. Parce que de fait, il a plus vécu une vie des plaisirs qu'une vie de la souffrance, du travail. Mais si on reste quand même dans un monde mauvais, où il y a toujours des injustices, toujours des inégalités,
autre chose que l'activité intellectuelle. Oui, Est-ce que vous... être ministre ou être Ah. président de la République. Parce que je pense que c'est très complémentaire avec l'activité de pensée, en vérité. Je pense que très souvent les intellectuels ont tendance à s'arrêter ce que Chantal Mouffe appelle la déconstruction du monde, c'est-à-dire en fait à mettre en question les institutions, mais très souvent ils vont pas prendre part à la reconstruction, c'est-à-dire à la phase d'après. Foucault, par exemple, quand il était sur la prison, ou Bourdieu sur l'école, alors c'est un petit peu différent, mais Foucault, en tout cas, quand on lui posait des questions, il disait c'était toujours pas mon rôle, c'est pas mon rôle de savoir ce qu'il faut faire après, moi je critique, je montre comment c'est fait, mais je veux pas poser la question de qu'est-ce qu'on fait d'un monde sans prison, ou est-ce qu'on a le droit d'un monde sans prison, etc. Donc moi je pense que ça c'est une erreur de l'intellectuel, et qu'en fait, l'activité de pensée, elle est forte, elle est complète, donc il faut à la fois mettre des dispositifs oppositionnels par rapport à l'action disciplinaire, démocratique, etc., etc., mais se poser la question de comment on reconstruit, qu'est-ce qu'on fait comme réforme concrète, radicale, pour après diminuer ses effets de pouvoir. Elle fait partie du monde intellectuel. Et moi, de fait, le métier qui serait parfaitement complémentaire avec mon activité aujourd'hui, ce serait d'être dans la politique institutionnelle comme ministre. J'ai souvent dit que j'aimerais beaucoup être ministre de l'Intérieur de Mélenchon, quelque chose que j'aimerais beaucoup, m'occuper de la police et de m'occuper radicalement de la police. Et je le ferais très bien, j'en serais très, 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 très heureux. Donc voilà, c'est peut-être le seul métier qui m'intéresserait à part l'écriture. Vous avez déjà envisagé réellement un engagement politique concret? Bah, j'offre mes services, quoi. Ah. Maintenant, il faut qu'il m'appelle. J'attends. Il faut qu'il gagne et puis qu'il m'appelle. Enfin, j'ai beaucoup soutenu la France Insoumise, hein. Plein de fois, j'ai fait plein de choses avec la France Insoumise. Vous pouvez très bien vous lancer. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Non. Non. J'aurais peut-être dû me présenter pour être député. Ça, c'est ce que... Ouais. Je regrette un peu. Mais j'étais dans autre chose. J'étais pas là, pas dans le truc. Bah, on attend ça, alors. Dans 5 ans. Bah, merci beaucoup pour cette première partie de l'entretien. Au cours de la deuxième partie de notre entretien, on va se concentrer plus sur des points concrets de votre œuvre, et dont une partie importante est consacrée à l'activité intellectuelle, oui. Qui est traditionnellement associée au champ académique et à l'université. Et c'est le point que vous problématisez dans votre œuvre, la logique de la création. Est-ce que vous pourrez développer l'idée? De logique de la création? De logique de la création et du fait qu'on associe le fait de penser à l'université. De fait, moi, de plus en plus, je pense que l'université, c'est une institution qui est comme la police. C'est-à-dire, en fait, c'est une institution où il y a l'écart entre ce qu'elle est et ce qu'on pense qu'elle est considérable. Et que quand on réfléchit dessus, en fait, on réfléchit beaucoup plus à l'image que l'institution veut donner d'elle-même que ce qu'elle est réellement. Par exemple, dans la logique de la création, je dis que l'une des méthodes critiques traditionnelles de l'université, c'est de parler des défaillances de l'université, c'est-à-dire de dire qu'il y a une espèce d'écart entre l'idée d'université comme lieu du savoir, comme lieu de l'autonomie, comme lieu de la production, de la critique, etc. Et puis sa réalité qui fait que, de fait, très souvent, les gens qui ont été les plus connus ou les plus importants dans l'histoire de la pensée ont plutôt été aux marges de l'université, ou ont affronté des pouvoirs très très durs, ou alors ont été même combattus par les universitaires. Et qu'il y a ce que Bourdieu appelle dans Homo academicus une distribution, comment on appelle ça, inversée entre capital symbolique et capital universitaire. Parce que plus vous avez accumulé de capital universitaire, souvent moins vous êtes reconnu comme un penseur, et plus vous êtes capital symbolique, moins vous avez de capital universitaire. Les exemples paradigmatiques de ça étant bien sûr Sartre, qui était en dehors de l'université, et qui a construit toute sa carrière en dehors, Bourdieu lui-même comme ce qu'il appelait un hérétique, Derrida, qui a été refusé au CNU de philosophie plusieurs fois, Barthes bien sûr, Foucault qui a été combattu considérablement, etc., et qui se retrouve dans une situation un peu particulière qui était le Collège de France, où on n'est précisément pas élu par ses pairs, puisqu'on n'a qu'une chaire par discipline. Donc c'est une reconnaissance qui n'est pas par les pairs, etc. Et en fait, cette tradition, l'idée qu'il y a une défaillance de l'université, elle suppose que l'université pourrait être autre chose que ce qu'elle est, c'est-à-dire en fait un lieu qui combat la pensée. Et en fait, l'une des grandes idées de la pensée critique, notamment dans les textes de Bourdieu sur l'école ou de Foucault sur la prison, ça a été de dire que quand un dysfonctionnement est permanent, c'est pas un dysfonctionnement, c'est que c'est la fonction de l'institution. C'est-à-dire, par exemple, sur l'élimination des fils d'ouvriers ou les filles d'ouvriers, bien sûr, dans le système scolaire, on va pas passer son temps à dire que c'est un échec de l'école. Quand c'est un échec rituel, institué, pérenne, connu, reconnu, mais qui se perpétue depuis 100 ans, c'est peut-être pas l'échec, c'est peut-être la fonction, en fait. Et donc la fonction de l'école est d'éliminer les enfants des classes populaires et de faire passer des inégalités de naissance pour des inégalités de mérite. Voilà. Ça, c'est le coup de force que fait Bourdieu. Ou Foucault, sur les punir, il va dire en fait la récidive,
qui est un échec de la prison connu, reconnu, décrit depuis le 19e siècle, peut-être c'est pas un échec de la prison, c'est sa fonction de la prison, qui est de produire de la récidive pour contrôler un milieu délinquant et en fait faire que les pulsions de sédition à l'œuvre dans les classes populaires ne s'agrègent pas sous la forme d'une lutte, en fait, mais prennent la forme d'illégalismes dispersés qui sont contrôlés par l'appareil pénal. Donc la grande thèse de surveiller et punir. Donc c'est le geste que je dis dans Logique de la création. En fait, l'université se présente toujours comme lieu de la pensée, mais si de fait, régulièrement, depuis 100 ans, elle exclurait tous les gens qui ont fait des choses bien, peut-être que sa fonction, c'est de combattre la pensée. En réalité, peut-être que la fonction de la logique universitaire est d'être en guerre contre l'innovation intellectuelle et de raréfier les dispositions créatrices. Donc elle a une fonction de raréfaction, d'intimidation, de mise en question de ce qui peut être du domaine de l'éthique intellectuelle, de l'éthique critique et de l'éthique créatrice. Et donc j'essaie dans Logique de la création de montrer que de fait, il y a un antagonisme entre les règles de la recherche telle qu'elle est instituée dans l'université, la fonction disciplinaire, la reconnaissance par les pairs, les dispositions à la docilité qui sont obligées en fait dans l'université pour fonctionner, citer son champ, etc. Bon. Et ce que réclame en fait la production d'une position créatrice telle que j'essaie de la reconstituer chez Foucault, Bourdieu, Deleuze, Derrida, Sartre, Lévi-Strauss, Simone de Beauvoir, Wittig, etc., Aimé Césaire et tout, et où en fait il y a une construction d'une éthique ou d'un style de vie qui vous engage dans un mode d'écriture créative, qui vous écarte légitimement de l'université, même qui vous conduit à vous en désintéresser, à la destituer d'un pouvoir sur vous, et que donc de cette manière, en fait, l'université n'est pas du tout le lieu de la pensée, comme la police n'est pas le lieu de la protection de la population, mais le lieu plutôt de la mutilation d'une certaine partie d'entre elles. L'université, c'est le lieu de la mutilation d'une certaine partie de la population créatrice. Et donc c'est quelque chose contre lequel il ne faut pas forcément défendre l'université. Et moi je suis toujours un peu suspect des gens qui veulent trop défendre l'université, en pensant qu'il faut absolument la sauver, etc. Parce que ce soit du côté de la recherche ou que ce soit du côté des étudiants, puisque c'est l'un des lieux de l'exclusion inégalitaire depuis sa création, en termes de classe, et en termes de guerre à la création, je suis pas du tout certain qu'un grand projet de gauche soit de défendre l'université. Et donc, comment faire pour pouvoir avoir une activité intellectuelle sans vraiment se passer de l'université? Je sais pas, vous avez des pistes fines parce que vous, quand même, vous êtes professeur. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Moi, je suis pas dans l'université, je suis dans une école d'art. D'ailleurs, il y a un très beau texte de Derrida sur Schelling qui dit que l'université contemporaine se détournant beaucoup de devenir une plateforme de création, en vérité, le futur de la philosophie sera dans les écoles d'art. Il avait cette espèce d'intuition-là dès les années 80. J'en suis absolument convaincu. Beaucoup de philosophes allemands, par exemple, traînent dans les écoles d'art. Et étant donné que l'université allemande est particulièrement conservatrice. Mais je dirais quelque chose de très important. Il ne faut pas dire comme ça. Je dirais quelque chose qui, à mon avis, est important à penser, qui est que c'est pas la même chose d'appartenir à une institution et d'être soumis au modèle de la pensée qu'elle impose. Vous pouvez faire un usage cynique de votre position. Par exemple, Annie Ernaux, elle était prof de collège. Pierre Bergogneau était prof de collège. C'est pas pour ça que on peut dire que la littérature appartient au collège. C'est ce que je veux dire. Vous pouvez avoir une position, l'utiliser pour avoir un revenu, et puis faire quelque chose d'autre, d'accord? De la même manière, vous pouvez être dans l'université sans vous inscrire dans les dispositifs académiques de production des savoirs. L'important, c'est de penser que l'université, c'est pas seulement un lieu qui vous donne une position et un salaire, c'est une image de la recherche. C'est une certaine image de la pensée. Un certain rapport à vos collègues, un certain rapport à la discussion, à la non-positionnalité, à la non-radicalité, à la non-injure, par exemple. Un certain rapport à l'euphémisation des positions politiques, un certain rapport à l'ennui, le séminaire, le colloque, la conférence, c'est vrai. Un certain rapport à la production de textes inutiles que personne ne lit. Bon, c'est vrai, c'est ça l'université quand même. Hein. Et, et tout le monde le sait en plus. Et tout le monde le dit. Et tout le monde se dit pourquoi je fais ça, et pourquoi je m'ennuie comme ça, et pourquoi je suis sûr que personne ne lit. Et je dis mais change. Oui, mais c'est très difficile. En plus, on peut rien faire, on est fonctionnaire. Oui. Donc personne ne peut rien y perdre. Personne ne va aller en prison. Donc c'est très très compliqué, un système qui fonctionne que par l'aliénation collective. Donc tout le monde sait que c'est une aliénation collective qui crée des dispositions de ressentiment énormes quand ceux qui ne connaissent pas ce champ, qui n'ont pas envie de vivre cette vie-là. Et donc je dirais que le problème n'est pas de quitter l'université, mais c'est vraiment d'utiliser les ressources que peut donner une position de fonctionnaire en vérité, avec du temps, pour essayer d'inventer un autre modèle de l'écriture. C'est ça qu'il faut essayer d'arriver à faire. Ouais. Et si on ne veut pas rester dedans, si on se dit on refuse le poste de fonctionnaire, voilà, un certain milieu universitaire, un certain cadre de travail, on commence par quoi? Non, je pense qu'il faut investir les institutions. C'est l'une des leçons de sortir de notre impuissance politique. Je pense qu'une institution n'a pas d'essence. Paradoxalement, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que malgré tout, si jamais on la transforme et on transforme les cadres radicalement, elle changera de signification.
Pour l'instant, puisque l'université a les mêmes cadres, les mêmes idéologies instituées et les mêmes gens qui l'occupent, par construction, elle remplit les mêmes fonctions que ce qu'elle remplissait depuis un siècle et demi de guerre aux dispositions créatrices. Mais si jamais tous les gens qui sentent ce malaise que moi j'ai ressenti quand j'étais en Hippocagne ou en Cagne par exemple, la quittent, comme j'ai vu en vérité moi, pratiquement tous les gens qui m'aiment bien, qui m'envoient des messages, à un moment ils quittent un peu l'université, en thèse, ou ils n'ont pas de poste, ou alors ils en ont mais ils sont malheureux, etc. Mais si tous les gens font ce choix de, en fait, l'université c'est toujours ça, donc je la quitte, elle changera jamais par construction, parce que tous les gens qui auraient envie d'avoir une autre image de l'université la quittent. Mais peut-être Donc il ne faut pas du tout la quitter. Qu'il la quitte. Non, je pense qu'il faut la quitter mentalement, c'est-à-dire il ne faut pas la considérer comme un lieu dans lequel on va ratifier les images de la pensée instituée, mais la considérer comme un lieu qui est malgré tout un lieu où il y a beaucoup d'argent, où vous pouvez accueillir des gens en thèse, dans lequel vous pouvez vous donner des libertés, vous pouvez faire beaucoup de choses si vous voulez, vous pouvez changer l'image du savoir, etc. Vous pouvez faire des colloques, vous pouvez inviter des gens. Rien n'empêche d'inviter à Traoré à la Sorbonne, vous pouvez très bien le faire si vous voulez, mais ils le font pas, donc ça veut dire qu'ils le choisissent. Donc ça veut dire que, en fait, c'est quand même un lieu où il est possible, à mon avis, de produire des transformations si on le souhaite vraiment, si on le veut, et d'en faire un usage un peu plus cynique et libérateur. Donc moi, je pense pas qu'il faille quitter l'université, d'autant que, quand même, comme je disais tout à l'heure, écrire demande du temps, et malgré tout, l'un des rares métiers où vous avez du temps dans le monde, c'est le métier d'enseignant. Et donc, un des points importants de votre pensée, de votre œuvre, qui est développé dans le livre Penser dans un monde mauvais, oui. C'est justement l'élaboration d'une pensée oppositionnelle qui serait non complice du monde de domination, de rapport de pouvoir, de la violence. Oui. Et à quoi cette pensée oppositionnelle s'oppose-t-elle ? Dans le livre, j'essaye il n'y aurait pas qu'un seul ennemi, il y aurait plein de biais ou de manières par lesquelles on peut être malgré soi prisonnier des systèmes de pouvoir. L'important, c'est que les systèmes de pouvoir, déjà, qui sont à l'œuvre dans le monde et qu'une pensée affronte, ils sont multiples. D'accord. Il y a des ennemis qui vont être institutionnels, c'est-à-dire ça renverrait aux formes de l'écriture. C'est-à-dire, effectivement, si jamais vous voulez produire des effets émancipateurs avec les instruments du savoir académique contemporain, c'est un projet voué à l'échec. Voilà. Donc par exemple, si jamais vous dites que vous allez lutter contre le racisme en écrivant dans les revues académiques de sciences sociales, c'est non. Voilà. C'est non. Parce que vous reproduisez l'ensemble des systèmes de la circulation des savoirs qui sont liés à des phénomènes d'exclusion et qui, en plus, sont faits pour les exercer, pour ratifier la frontière entre pairs et pas pairs, entre gens, comment on appelle ça, professionnels et profanes, qui sont du temps perdu pour des articles lus par très peu de monde, etc. Donc, en fait, qui ne s'adressent pas à l'espace public, qui ne produisent pas d'effets, etc. Donc, en fait, vous donnez à vous-même une image de ce que vous faites, mais qui ne correspond pas aux dispositifs concrets que vous utilisez et à leur signification historique, et donc, en fait, vous ne faites pas ce que vous dites que vous faites. Donc, vous êtes inauthentique par rapport à ça. Et donc, vous n'êtes pas oppositionnel, vous êtes systémique par rapport au système universitaire de la production et de la reproduction des savoirs. Donc ça, c'est un premier dispositif qui serait institutionnel. C'est d'abord une pensée qui essaye, dans ces dispositifs d'écriture, de ne pas reprendre les effets d'exclusion qui sont nécessairement inscrits dans les dispositifs d'écriture contemporains et d'exclusion qu'ils produisent dans l'université ou dans la littérature, d'ailleurs, c'est pas forcément différent. Donc ça, je pense que c'est un enjeu très très important. Par exemple, dire qu'on est oppositionnel ou critique, etc., sans aller dans les médias, sans aller en manifestation, sans lier des liens avec des militants, tout ça, c'est non. D'accord ? C'est-à-dire que si jamais vous voulez que votre pensée circule, elle doit prendre des formes différentes. C'est vrai que moi je crois beaucoup aux réseaux sociaux aussi, par exemple, comme un lieu tout à fait essentiel de la production des connaissances et de la circulation des connaissances, mais vous ne pouvez pas attendre que les gens viennent vers vous. Vous devez créer des dialogues, vous devez créer des interactions, des plateformes de rencontres, etc. Et si vous maîtrisez pas les instruments de la rencontre avec différents mouvements qui peuvent produire des transformations, en fait, vous inscrivez votre pensée dans des dispositifs qui vont être inefficaces, tout simplement, du point de vue de la construction de mouvements sociaux, de critiques effectives. Mais donc, vous êtes pas oppositionnel, vous êtes systémique par rapport à, etc. Donc, ça, c'est les dispositifs institutionnels. Et puis après, l'autre chose, c'est d'un point de vue épistémologique, c'est qu'est-ce que c'est qu'une pensée qui veut être oppositionnelle. Et là, je l'oppose, moi, à la pensée critique et à la pensée par objet. C'est-à-dire, en fait, l'idée selon laquelle une pensée ne peut être oppositionnelle que si elle est systémique, c'est-à-dire si elle prend pour
sujet ou pour ce qu'elle veut mettre en question, des systèmes de pouvoir institués, et qu'elle ne pense pas en partant de parcelles de la réalité éclatée. Donc par exemple pour un étudiant, pour un chercheur, la question n'est jamais de se dire je vais essayer de penser je sais pas moi, le contrôle d'identité, je vais essayer de penser l'enseignement du français en classe, etc. Ça c'est des objets de pensée, ça vous conduira forcément à une pensée trop localisée qui va être dépendante d'un système et de catégories qu'elle va pas analyser et donc elle va reproduire quand elle va les utiliser. Et donc il faut penser des systèmes, donc par exemple voilà le système policier, etc., les systèmes de pouvoir. Et quand vous objectivez un système dans son ensemble, vous pouvez mettre en place des critiques de ce pouvoir qui vont pas être complices du pouvoir. Et c'est une condition qui est la pensée systémique pour être une pensée oppositionnelle et pas être une pensée complice. Je sais pas si on peut prendre un exemple ou pas, je peux te donner les exemples que je disais dans un monde mauvais, c'était par exemple le contrôle au faciès. Par exemple, si vous dites je vais analyser les contrôles de la police en fonction de l'apparence des gens, s'ils sont noirs, arabes, blancs, etc. Et un mode de critique de la police ou du pouvoir policier, par exemple, va consister à dire ah oui, on voit que la police contrôle plus les noirs et les arabes que les blancs. Alors c'est intéressant parce que ce constat, il est vrai. C'est vrai. Que la probabilité d'être contrôlé quand vous êtes noir arabe est 5, 10, 15 fois plus élevée selon les lieux, etc., que si vous êtes blanc. Et elle est critique, en vérité, puisque la police prétend être neutre et qu'on montre qu'elle est biaisée par un biais raciste, on la critique. Donc c'est intéressant parce que l'oppositionnalité, elle veut dire que c'est pas parce que quelque chose est vrai et critique qu'il est suffisant pour être accepté comme un savoir valable. D'accord ? Donc c'est vrai, c'est critique, c'est pas faux. C'est pas neutre, c'est critique, etc. Mais c'est pas suffisant parce que c'est un mode de critique qui n'aurait rien à dire si jamais le contrôle d'identité s'effectuait de façon identique chez les Noirs, les Arabes et les Blancs. Donc si jamais tout le monde était contrôlé de la même manière par la police 30 fois par jour, on n'aurait rien à dire. Donc ça veut dire qu'en fait c'est un mode d'appréhension du pouvoir policier qui ratifie l'idée de contrôle d'identité dans le moment même où il critique son appréhension et son application différentielle selon des populations. Ça, c'est un mode de dénonciation de la police qui est critique, mais qui est systémique par rapport au système du contrôle d'identité. Parce qu'en fait, il ratifie le contrôle d'identité dans le moment même où il met en question son application différentielle. Et par conséquent, il est complice de l'idée de contrôle d'identité qu'il n'interroge pas. Donc, un savoir oppositionnel doit être un savoir qui s'en prend aux idées. C'est-à-dire si le système fonctionnait bien, qu'est-ce qu'il nous reste à critiquer ? Par exemple, dans juger, qu'est-ce que c'est que juger parfaitement quelqu'un et pourquoi c'est quand même un problème de juger ? D'où le fait que je prends les procès d'assises et pas qu'on appelle ça, les comparutions immédiates. Qu'est-ce que c'est que le système politique si on prend comme exemple Snowden, citoyen blanc, homme hétérosexuel américain qui est à la pointe de la démocratie, on part de lui, ou on part d'Assange, donc c'est pas le migrant, c'est pas l'exilé, c'est pas ça, on part de celui qui a tout. Et on voit qu'est-ce qui manque dans nos systèmes si on part de celui qui a tout. Qu'est-ce que c'est que si on prend l'idée d'art autonome? Voilà. Et qu'est-ce qui reste dans la critique de l'art si jamais on prend l'art parfait, l'art, etc., etc. Et en fait, on pourrait dire que l'oppositionnalité, c'est ça, c'est de mettre en question les idées qui gouvernent, les idées qui servent d'habitude de plateforme de base de la critique, c'est en les attaquant elles qu'on peut faire s'écrouler tout le système. D'accord, quel est le lien du coup entre l'élaboration d'un savoir oppositionnel et quelle étape il devrait passer par les médias, par le pouvoir, par l'État, voilà, quelles seront les institutions par lesquelles il devrait être repris pour qu'il y ait des changements effectifs dans la société. Oui. Alors, ça, je pense que c'est vrai pour tous les savoirs en vérité, mais on voit bien, sur la contrôle d'identité, c'est très simple, en vérité. Ça veut pas dire que c'est pas réformiste, hein, parce que moi, je suis un grand réformiste, je suis pas du tout un révolutionnaire. Enfin, je suis un radical, j'appelle ça ce que Rose Guimard appelle des réformes non réformistes. Et vous savez, quand il y a cette opposition très belle entre les réformes réformistes et les réformes non réformistes, elle dit, il y a des réformes qui sont systémiques, c'est-à-dire des réformes qui, on pourrait pas se là, c'est le mien, mais peu importe, qui, en fait, sont intégrées aux valeurs, déjà à l'œuvre dans le système politique ou économique, etc., et qui sont juste des réformes intégrées. Par exemple, la réforme des retraites que veut faire Macron, c'est intégré dans le système libéral, etc., donc c'est une réforme qu'elle appellera réformiste. C'est-à-dire, en fait, qui ne change pas du tout les valeurs à l'œuvre dans le système. Et puis, elle dit qu'il y a parfois dans le monde des valeurs non réformistes, c'est-à-dire des valeurs qui portent en elles quelque chose d'autre que le système. Et qui, même si c'est des réformes, en tant que telles, elles ont déjà un germe d'elles d'un autre mode de pensée.
ou d'une critique beaucoup plus radicale du système. Elle dit par exemple que légaliser que le cannabis, même si on est pour la légalisation de toutes les drogues, bah c'est déjà ça. C'est une réforme non réformiste parce que déjà elle porte en elle-même la propriété de son corps, le fait que l'État n'a pas à nous dire ce qu'on fait de notre corps, le fait que on gère ça de façon de santé publique et pas de problématiques de peine, etc. Oui, c'est une réforme non réformiste. Et je dirais que moi, l'oppositionnalité, c'est vraiment par exemple, Benjamin dit dans La critique de la violence que l'abolition de la peine de mort est une réforme non réformiste. Alors, il y a cette expression évidemment, mais il dit qu'en fait, le jour où vous abolissez la peine de mort, c'est fini l'État. En fait, vous rentrez dans un monde où vous dites les individus ont des droits qui s'imposent à l'État, que l'État peut pas tout nous faire, et qu'en fait, il y a quelque chose dans l'abolition de la peine de mort qui veut dire un peu la souveraineté s'est terminée dans la modernité. Et ça, c'est assez beau, en fait. Hein. Donc, c'est une petite réforme, et c'est pour ça que les gens sont si attachés à cette question de la peine de mort, parce qu'elle dit quelque chose de ce rapport à l'État, et donc du rapport qu'on peut se faire les uns aux autres, est-ce qu'on peut se tuer mutuellement, etc. L'oppositionnalité, c'est le champ des réformes non réformistes. Donc, par exemple, sur le contrôle d'identité, soit vous allez faire le récépissé du contrôle, ça, c'est des gens qui vont faire la critique de l'application différentielle du contrôle d'identité. Donc, ils vont juste demander aux flics de dire aux gens on va prouver que vous êtes contrôlé un peu plus. Ou alors moi je dis j'abolis le contrôle d'identité. Moi je pense qu'en fait un policier ne doit pas contrôler l'identité de quelqu'un parce qu'il ne doit pas inaugurer un cycle de violence et qu'un policier n'a pas le droit de dire à quelqu'un qui sur son territoire, qui traîne sur un territoire, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fais là. La police doit être réactive par rapport à la violence et pas inauguratrice de cycle de violence. Elle ne doit pas se donner un pouvoir sur la circulation publique des individus et par conséquent on abolit le contrôle d'identité. Donc ça c'est typiquement une réforme. Vous dites que la police ne fait plus contrôler réformiste, non réformiste, c'est-à-dire qu'il porte une autre idée de la police qui n'est pas dans une politique de l'appropriation des corps, dont on voit aujourd'hui les effets sur le fait que la police tire sur les gens qui la fuient. Il y a eu une morte aujourd'hui, là on fait cet entretien quand même, une voiture où il y avait 4 personnes dans le 18e où ils ont tiré sur une voiture qui fuyait, et ils ont tué quelqu'un, il y en a une deuxième qui est dans le coma, qui va probablement mourir aussi. Vous avez eu sur le Pont-Neuf 2 morts il y a 1 mois, etc. C'est en fait de tuer quelqu'un qui parle. Bon. Donc il ne présente pas de danger si ce n'est qu'il parle. En fait, ça veut dire que la police a en tête l'idée selon laquelle nos corps lui appartiennent et que mettre en question ces opérations de contrôle, ça mérite la mort. Ça met en question la maîtrise de la police sur les corps et donc ça mérite en fait une peine de mort qui est déléguée à la police, puisque très souvent il y a des non-lieux qui sont opérés. Ça, c'est ce système-là de l'appropriation des corps et de l'idée policière qu'ils ont un droit sur les corps qui circulent dans l'espace public, qui doit être démantelé par la réforme non réformiste de l'abolition du contrôle d'identité, où la police doit comprendre qu'en fait, elle est là pour faire que les gens vivent, elle n'est pas pour que les gens soient tués. Voilà. Et ça suppose donc de la faire reculer et de changer complètement son rapport aux gens, en vérité, complètement. Et ça, c'est une inversion. Alors ça, comment ça se fait? Ça se fait par le temps long. Ça, c'est la thèse importante de sortir de transmission politique. Il y a 2 ou 3 manières, de toute façon, de gagner des combats en vérité dans la vie. Hein. C'est soit le droit, c'est-à-dire soit vous faites de l'activisme juridique, vous allez porter plainte contre la police pour interdire le contrôle d'identité à la Compagnie des droits de l'homme, par exemple, qui pourrait empêcher la France de faire des contrôles d'identité. C'est une méthode. Et après, c'est la jeunesse. Et c'est diffuser les écrits, faire des entretiens comme ça, faire des conférences, faire des colloques, multiplier les rencontres avec des magistrats, des avocats, des militants, des gens des partis politiques, et puis petit à petit pousser pour que ce type de logique de pensée s'impose, et j'espère que ça s'imposera bientôt, surtout quand je serai les yeux intérieurs. Voilà. Dans un de vos entretiens, vous avez affirmé que la pensée de droite n'existe pas. Oui. Et déjà, il en découle une certaine définition de la pensée. Donc, quelle est donc votre définition de la pensée? J'imagine qu'elle va être liée avec l'activité intellectuelle et la pensée oppositionnelle que vous avez développée. Et aussi, est-ce que ça serait pas un peu une manière de sous-estimer l'ennemi? Mais moi, j'ai jamais trop compris pourquoi les gens étaient un peu choqués parce que ça me paraît tellement évident. Enfin, je sais pas, mais qui peut citer quelqu'un de droite qui pense? Et surtout, les noms qu'on vous cite quand on vous oppose à ça, c'est tellement affligeant par rapport à ce que c'est que la gauche. Est-ce que c'est que la pensée de gauche et la pensée haute, quoi? Que vous vous dites, c'est game over. Ouais. Les gens, ils ont qu'à sortir Aron, quoi. Je veux dire, toute personne qui a lu un livre d'Aron, ça lui tombe des mains et puis c'est pathétique, quoi. C'est vraiment un sinistre notaire, quoi. J'ai strictement aucune pensée, c'est plat, c'est fade, il y a rien, d'accord? Ou alors c'est complètement grossièrement idéologique et particulièrement nul en plus, sur la théorie des classes sociales, etc. Quand il dit il n'y a pas de classe sociale, etc. Bon. Donc en fait, c'est un bourgeois. Enfin, Didier Ribon avait des pages sur Aron particulièrement belles de Retour à Reims que je vous invite à regarder. Mais
il y a un antagonisme, profond entre la logique de la pensée et la logique de la droite, la logique de la conservation ou de l'aggravation des systèmes des inégalités, puisque je pense qu'une pensée qui mérite ce nom doit être une pensée totale, c'est-à-dire une pensée qui va à la fois au bout de l'objectivation de la réalité, et une pensée éthique, c'est-à-dire qui assume le fait que nous sommes plongés dans un monde de prédation, d'inégalité, de domination. À partir du moment où la pensée suppose d'aller au bout de l'objectivation de ce qui est donné dans le monde, donc de ne pas rajouter du mensonge, de l'idéologie, de la mystification, vous allez forcément voir ce qui est à voir. Et ce qui est à voir, c'est ce que Adorno appelle la fausseté du monde, c'est-à-dire le fait qu'il est hanté par des mécanismes de souffrance, de prédation, d'inégalité de rapport à la vie, de gens qui se noient dans la Méditerranée, de femmes tuées par leurs compagnons, de viols, etc., d'accidents du travail, de conditions ouvrières et tout. Donc, le monde vous dit ça, vous devez le penser. Vous devez en plus penser que votre pensée doit être éthique par rapport à ces conditions pour pouvoir apaiser un peu la souffrance du monde. Donc, qu'est-ce que aurait comme signification une pensée de droite dans ce contexte? C'est-à-dire une pensée qui a conscience des nécessités de la pensée, des exigences de la pensée, de l'inscription de la pensée dans le monde, et qui ne parlerait pas du monde et n'essaierait pas de le transformer. Ça ne peut pas exister. C'est contradictoire. Donc la pensée de droite ne peut pas exister. Mais ce que j'en vois là, c'est que ça ne veut pas dire que les gens de droite n'écrivent pas des mots ou ne prononcent pas des mots avec leur bouche. Ça, c'est tout à fait vrai. C'est incontestable. Mais ne pensent pas de la pensée. Voilà. C'est de l'idéologie, c'est de la mystification, c'est du mensonge, c'est grossier, c'est faible, mais c'est pas de la pensée. Ça ne veut pas de la pensée. Mais s'il y a des décisions de droite, des actions de droite, ça veut dire qu'il y a une pensée de droite. Que les idéologies poussent à agir, on le sait. Hein. Je veux dire, les gens, ils ont fait des guerres pour Dieu. Hein. Donc, c'est parce que quelque chose est faux et faible et bête que les gens bougent pas très très vite et très très fort. C'est ce que je veux dire. Donc, le fait qu'il y ait de l'action n'a strictement aucun rapport avec l'idée qu'il y a de la pensée, ou qu'il y ait de la vérité, ou qu'il y ait de l'élaboration conceptuelle. C'est ce que je veux dire. Un penseur que vous citez beaucoup dans vos œuvres, c'est Pierre Bourdieu. Oui. Et, d'accord. Et quels aspects de son œuvre vous reprenez le plus? Quelles idées sont les plus importantes pour vous? Et comment estimez-vous l'état de son héritage théorique à l'heure actuelle? Oui. Très très souvent, moi, on va plutôt m'associer à Foucault. On va dire Foucaultien, etc. Mais en fait, ça, je pense que c'est parce que je suis gay, et on pense qu'un gay peut être influencé que par un gay. On va dire, c'est Foucaultien, ça veut dire c'est un PD, en fait. Et ça, il y a un mec qui avait dit sur Barthes, on va toujours dire plein de mots, en fait, qui veulent dire qu'il est gay, mais sans dire, c'est un auteur un peu léger, ou c'est un auteur un peu mousseux, ou c'est un style un peu comme précieux, etc. En fait, ça veut dire ça. Bon. En fait, moi, je suis pas du tout Foucaultien. C'est pas du tout un auteur que je pense m'a beaucoup influencé. Je pense que l'auteur important pour moi, c'est Bourdieu, qui est vraiment l'auteur central en termes d'éthique intellectuelle et de base épistémologique. Je pense que ce que Bourdieu a donné d'abord, c'est une base épistémologique à l'idée de penser. En fait, par exemple, le livre de la conscience politique, qui est une espèce de confrontation entre les concepts de la théorie politique et l'idée de base de l'idée de sociologie, c'est le fait que le monde doit être pensé à travers des concepts de domination, de violence, d'inconscient, d'incorporation, d'habitus, etc. Je pense que ça, c'est vraiment... Enfin, il n'y a pas de pensée du monde qui emploie pas ce vocabulaire-là. Ça, vraiment, c'est quelque chose dont je suis absolument convaincu. Et si, par exemple, un penseur n'emploie pas le mot domination, il ne peut pas avoir dire quelque chose sur le mot. Voilà. Il n'y a pas le mot violence, violence physique, violence symbolique, le mot incorporation, le mot aliénation, etc. Le mot fausse conscience et tout. En fait, ça peut pas être quelqu'un qui dit quelque chose du monde tel qu'il existe. Donc, par exemple, c'est vrai que quand la philosophie politique va dire le peuple, le citoyen, et que vous lisez Bourdieu qui va dire il y a des rapports différents à la politique, la pensée différentielle, paradoxalement, la pensée bourdieuenne, c'est une pensée qui pense que penser le monde, c'est penser des différences, par exemple. Donc, vous pouvez pas utiliser le concept globalisant après Bourdieu. Le concept de citoyen n'a pas de sens. Le concept de peuple n'a pas de sens parce qu'il sait tout de suite que vous allez dire, mais qui, le citoyen? Qui? Les femmes, les hommes, les classes populaires, les classes dominantes, les gens qui ont des diplômes, qui n'ont pas des diplômes. Tout de suite, ces questions-là apparaissent tout de suite, et vous savez tout de suite que tous ces enjeux vont devenir des enjeux de guerre,
des enjeux de lutte, des enjeux de gens qui vont s'approprier les choses au détriment d'autres, etc. Et donc, ça fait voler en éclats 95% des concepts qu'on utilise, etc. C'est une pensée qui veut dire que le monde est très dur. Les textes de Bourdieu sont très, très durs sur la violence que les gens éprouvent, la misère du monde, la distinction, bien sûr, les premiers travaux qu'il a fait sur le célibat au Béarn, c'est quand le marché matrimonial s'ouvre et que les corps des paysans deviennent immariables parce qu'il y a la ville qui arrive et les filles préfèrent aller draguer les garçons de la ville qui sont mieux habillés, plus élégants, plus d'argent, etc. Et qui se retrouvent, tous les paysans deviennent immariables. Et donc, il y a une crise du suicide et du célibat dans la condition paysanne, enfin des choses comme ça qui sont des belles analyses très, 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 très importantes, très belles. Donc ça, je pense que c'est vraiment pour moi, l'auteur le plus émouvant et le plus puissant du XXe siècle. Vraiment, je le crois. C'est l'auteur que j'aurais lu probablement le plus. Et puis, l'autre chose quand même très importante chez Bourdieu, c'est cette idée, très importante pour moi aussi, c'est qu'il y a une importance considérable de l'intellectuel par rapport aux mouvements sociaux. C'est-à-dire que les gens ne sont pas... par rapport à la gauche mainstream contemporaine, l'idée qu'il faut pas parler à la place des autres, par exemple. Ou l'idée selon laquelle il faut laisser parler les autres, laisser chacun parler de son expérience, etc. Bourdieu, c'est quelqu'un qui nous a appris que les gens sont plutôt en illusion par rapport à eux-mêmes, que les gens n'ont pas la vérité sur eux-mêmes, et que c'est pas parce que les gens parlent qu'ils ont quelque chose à dire ni d'intéressant, ni de vrai, parce que le monde social est plutôt affaire de méconnaissance, d'illusions, d'incorporation d'idéologies fausses, etc. Et que par conséquent, l'intellectuel peut avoir pour fonction de dire la vérité à un mouvement ou à un individu sur lui-même que lui ignore. Et qu'il y a des problématiques d'une forme de supériorité ou de surplomb possible du chercheur ou de l'intellectuel par rapport aux mouvements sociaux, qui doit entrer dans un dialogue fructueux avec eux, mais en tout cas que l'intellectuel ne doit jamais se mettre au service d'un mouvement en répétant ce qu'il dit. Et par exemple, le livre avec Assa Traoré, moi, il y a des moments où on n'est pas d'accord sur la question de la punition des gendarmes, sur la question du terme violence policière, sur plein de petites questions comme ça, on assume qu'on n'est pas d'accord, et qu'un intellectuel n'a pas pour fonction de devenir un porte-parole, il doit être un interlocuteur, donc il doit dire des choses dialectiquement différentes de ce que les gens pensent spontanément, et qu'il n'y a pas de transparence de la conscience à elle-même, donc c'est pas parce que vous êtes dans une position du monde social que tout ce que vous dites doit être ratifié dans l'espace intellectuel et politique, qu'il y a des conditions d'accès à la vérité, et que ces conditions, c'est le travail intellectuel et la recherche. Ça, je pense que c'est très important. Et l'état de son héritage intellectuel aujourd'hui? L'une des raisons dont je pense, c'est que Bourdieu est très peu utilisé aujourd'hui, et qu'il a un peu disparu. Il y a quelques jours, j'ai fait une séance avec Didier Ribon à mon séminaire que j'ai animé cette année qui s'appelle Tout refondé, où j'ai invité plusieurs gens à parler de plusieurs sujets. Et la séance, c'était de dire que quand il y a un anniversaire Foucault, il y a toujours un grand événement. Notamment quand un livre sort, il y a des pages dans les journaux, il y a des grands colloques. Et là, Bourdieu, c'était les 20 ans. Et il y a eu un livre qui est sorti qui s'appelle Microcosme, qui est un très très beau livre qui recueille tous ces textes sur la notion de champ. Et un livre très important. Et il y a eu un silence total sur la présence de Bourdieu. Et je pense que moi, ça revient à des choses, c'est qu'en fait, d'une part, il est très 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 peu approprié par la gauche mainstream contemporaine. C'est-à-dire que sur ces questions de voix, de porte-parole, de parler à la place des autres, de rapport entre les intellectuels et le mouvement, de qui parle, de croire les gens, etc., de qui parle et tout, je pense que Bourdieu est dans une problématique totalement inverse de ça. Et ça gêne un peu une certaine forme de gauche. Et puis, dans la sociologie, ce qui se pratique aujourd'hui en termes de sociologie dominante est le contraire de tout ce que Bourdieu a enseigné depuis le métier de sociologue, en vérité. C'est-à-dire qu'en fait, la pensée sociologique contemporaine est une pensée qui fonctionne par objet, par des petits terrains de recherche que les gens vont constituer, puis après vont penser leur pratique comme documentaire par rapport à ce terrain, etc., avec une destruction de l'idée de construction de pensée en termes de système ou de ce que Bourdieu appelait les champs, etc. Et quand vous regardez par exemple la surface de sociologie, elle est découpée par réseau thématique. Alors vous avez le sport, le genre, la méthode. Comment est-ce qu'on peut faire le sport et le genre en deux trucs différents? Genre c'est pas un peu pareil. On fait l'école et la culture. Tu dis c'est pas un peu la même chose? Alors, on comprend pas trop. Tu sais. Donc on se dit en fait c'est une rupture totale avec l'épistémologie bourdieusienne, quoi. Il est même l'idée de la distinction. Qu'en fait, si tu veux juste comprendre, vous voulez juste comprendre que c'est que manger une salade dans la classe populaire. Il faut construire tout le système de rapport à la culture, tout le système de rapport au corps, le système aux gens, à la maison, etc., etc. Et donc, si vous pensez pas à un système des pratiques culturelles, vous pouvez rien penser. Et comme la recherche en sociologie aujourd'hui est une recherche qui a un problème avec les concepts théoriques et avec les pensées systémiques, et elle est anti-bourdieusienne, et elle est même en rupture, en régression par rapport à l'héritage bourdieusien.
Et que pour cette raison-là, il y a dans le rapport au militantisme mainstream et dans le rapport à la sociologie, il y a ces deux pôles anti-bourdieusiens, et donc il est un peu orphelin, en vérité, Bourdieu, d'une présence publique. Dans la conscience politique, dans votre livre, vous analysez le caractère mystificateur de certaines idées très répandues dans les discours politiques, que ce soit la démocratie, le citoyen, le contrat social, et en même temps vous suggérez justement l'approche sociologique comme une manière comme en fait un projet politique, comme une manière d'appliquer les études sociologiques, les vérités scientifiques à une politique, et que ça devrait être ça, la politique, au lieu de véhiculer des concepts vides. Oui. Est-ce que vous pourrez développer justement ce point-là sur ce livre-là? Et est-ce que justement quelle forme effective ça pourrait avoir un jour? Comment faire en fait pour faire un État qui voudrait faire ça? Alors déjà, la conscience politique, c'est d'abord un livre en l'occurrence, c'est un des rares livres que moi je dirais un peu descriptif. C'est-à-dire en fait, l'idée du livre, c'était quand même de dire que quand on veut penser la politique, on est dans un univers conceptuel qui est complètement en décalage par rapport à la réalité de ce qu'on est. Qu'on entend des discours à la télé sur les Français ont voté Macron, ou alors les philosophes politiques vont dire pareil en disant c'est la souveraineté populaire qui est déléguée au monde du vote, etc. Donc en fait, qui vont dire la même chose que les chroniqueurs, mais avec leur vocabulaire. Et dans la théorie politique, des théoriciens politiques du contrat social jusqu'à Habermas ou Hannah Arendt, et des chroniqueurs ou des hommes politiques, on a une espèce de consensus pour mentir. C'est-à-dire en fait pour aborder la politique avec des concepts dont on sait qu'ils sont faux, dont on sait qu'ils sont fictifs par rapport à la réalité, mais pourtant on va les utiliser, l'idée par principe étant l'idée de contrat social quand même, c'est-à-dire que nous ne cessons de penser la politique à partir de la figure du contrat, c'est-à-dire de l'idée sur laquelle nous avons donné une partie de notre souveraineté pour être protégés, etc. en gros, ou alors parce qu'on avait peur de son état de nature et tout, donc on va penser la politique sur le mode de l'accord, de la volonté, alors que paradoxalement, l'appartenance politique est peut-être l'une des seules formes au monde que nous ne choisissons pas, puisque c'est à la naissance qu'on vous envoie des papiers, qu'on vous dit tu appartiens à cette nationalité, tu n'as pas le choix de ta nationalité, etc. Et tu n'as pas le droit de partir, tu n'as pas le droit de quitter le territoire, et voici ta loi, si tu ne respectes pas, tu vas en prison. Donc en fait, paradoxalement, enfin Bourdieu disait sur les champs que on est normalement toujours un peu responsable des pouvoirs qui s'exercent sur soi, parce qu'on a toujours un droit de sortie. Bourdieu disait par exemple, on peut toujours un peu quitter son travail, on peut quitter on peut quitter le champ littéraire si on n'aime pas le champ littéraire, on peut quitter sa femme ou son compagnon si on est malheureux, etc. Donc en fait, le droit de sortie fait qu'il y a toujours, chez Bourdieu, l'idée qu'il y a une participation implicite des dominés à leur propre domination par le fait qu'ils restent dans le champ. Donc par exemple, si vous souffrez des verdicts des instances littéraires quand vous êtes auteur, c'est parce que vous choisissez d'être un auteur et de rester dans le champ littéraire, et c'est sûr que vous allez à la campagne et de plus jamais écouter qui a pris Goncourt et vous en souffrirez pas. C'est ce que je veux dire. Donc en fait, vous choisissez toujours un peu les pouvoirs qui s'exercent sur vous. Et il y a un seul pouvoir dans le monde qui échappe en fait à cette logique, c'est l'État, puisque l'État est une forme dans laquelle on n'a jamais choisi de rentrer, puisqu'on ne pouvait pas parler, on parlait même pas la langue quand on nous a envoyé les papiers, et dans laquelle on ne peut pas sortir de façon unilatérale, puisqu'il y a des États qui refusent par exemple la régulation des nationalités, comme les États-Unis par exemple, que Snowden aujourd'hui est toujours américain, est toujours soumis au pouvoir américain, même s'il habite en Russie, et qui voudrait récuser sa nationalité. Donc il n'y a pas de droit de sortie, il n'y a pas de choix d'entrée, donc ça veut dire que l'appartenance est obligatoire, et pourtant on pense à partir de la figure du contrat, c'est-à-dire de la volonté d'y entrer, alors que c'est la seule forme au monde qu'on choisit pas, même sous la mode de l'implicite de rester. Donc c'est quand même un problème d'avoir un vocabulaire politique où on va dire des mots globalisants, comme j'en ai parlé tout à l'heure sur la sociologie, comme souveraineté populaire, citoyenneté, démocratie, volonté générale, qu'on trouve quand même utilisés aussi bien dans des théoriciens de l'anarchie, en disant qu'en fait l'État est toujours illégitime parce que c'est des individus ou c'est une caste qui représente jamais la souveraineté du peuple, qui doit pouvoir faire l'insurrection, etc. Ou chez des gens de droite conservatrice, comme Habermas, qui vont dire donc les institutions démocratiques permettent la coexistence rationnelle par la délibération publique, etc. De citoyens libres et égaux. Les phrases que prononce Habermas, de citoyens libres et égaux, te dit bonjour, avez-vous déjà vu quelqu'un dans la rue comme ça? Bon. Et donc c'est un problème. Donc en fait, voilà, c'est un champ unifié, raréfié,
pauvres de pensée et qui vont être manipulés aussi bien par la droite que la gauche, par l'extrême gauche même que la droite, etc. Que théorie de peuple peut être utilisée par des théoriciens d'anarchie, des théoriciens d'extrême droite. Donc c'est très bizarre. Et cette théorie très très belle de Foucault qui dit que quand il faut analyser un inconscient, il faut analyser sur quoi les gens sont d'accord, pas sur quoi ils débattent. Ce qui est intéressant, c'est pas les désaccords, c'est les accords qui fondent les désaccords. Et que précisément, en fait, l'accord qui fonde notre épistémopolitique, c'est l'accord sur le fait d'utiliser ces catégories grosses, globalisantes, homogénéisantes, qui en fait ce que masque la vérité du fait politique, et notamment sa vérité comme antagonisme. Et donc moi, l'idée de l'action politique, c'est de dire, si jamais je romps avec les fictions politiques, et que j'accepte qu'il n'y a pas d'au-delà du monde social. C'est-à-dire nous ne sommes pas des citoyens dans une communauté politique, nous sommes des individus avec des propriétés pris dans des systèmes de pouvoir, et la politique est le lieu dans lequel des groupes se mobilisent pour essayer plus ou moins d'imposer leur volonté aux autres, qui sont malgré eux forcés de cohabiter avec nous sur un territoire que personne n'a jamais choisi. C'est ça la politique. C'est le fait de l'appartenance forcée. Ça renvoie pas du tout au contrat, mais plutôt à la prise d'otage, à la captation obligatoire, à l'imposition d'une volonté quelqu'un qui ne veut pas. À ce moment-là, est-ce qu'il y a une différence entre démocratie et colonie? À partir de ce moment-là, est-ce qu'il y a une différence entre prisonniers politiques et prisonniers de droit commun? À partir de ce moment-là, est-ce que la catégorie de violence légitime a un sens, etc. Et moi, je dis en gros que non, que toutes ces catégories explosent, et que donc on est amené à reconstruire tout un nouveau vocabulaire politique, et c'est ça que j'essaie de faire dans la deuxième partie du livre. Donc le livre, en fait, il est fondé sur, c'est un peu ce qu'on disait sur Bourdieu, si on croit à Bourdieu, et si on croit à l'idée de sociologie, penser l'État, penser la politique, penser la loi, la phrase très belle de Max Weinreich que je cite sur le fait qu'une langue, c'est un dialecte avec une armée. Et je dis, en fait, c'est un peu pareil, la loi, par exemple, ça n'existe pas. La loi, c'est une volonté particulière avec une police. Voilà. Donc, à ce moment-là, on est amené à penser très très différemment ce que c'est que désobéir à la loi. Que désobéir à la loi, c'est affirmer une volonté particulière, contenir une volonté particulière, sauf que l'autre a une police et l'autre n'en a pas. Donc voilà, c'est juste une question de qui a la police. C'est pas vraiment une question de qui a la loi avec soi. Ça change quand même le problème de l'affrontement, donc de la justice, etc. Et voilà, la conscience politique, c'est rentrer dans l'ère de la lucidité politique et de clore le cycle de la théorie politique. Mais effectivement, est-ce qu'il dans le cadre d'État, est-ce qu'il y a la possibilité justement de sortir de cette de rapport de violence, de domination, parce que de toute façon, l'État va être approprié par un groupe qui va devenir dominant, qui aura le pouvoir, et donc, il y aura tout de ce côté-là. Oui. Donc finalement, est-ce que c'est pas vraiment un piège de l'État qui est indépassable? De toute façon, dans un monde d'antagonisme, la question elle va pas tellement être est-ce que l'État va être violent, c'est est-ce qu'il y aura plus ou moins de violence avec l'appropriation de l'appareil d'État. On est d'accord. En fait, parce que vous pouvez très bien faire dépérir l'État, mais ça n'empêchera pas le racisme d'exister, et l'État peut avoir, vis-à-vis du racisme, ou des logiques de classe sociale, ou des logiques de domination masculine, aussi des effets protecteurs pour les individus, ou des effets émancipateurs, ou des effets même de lutte contre. Par exemple, je pense que le mariage gay était un truc très important pour la lutte contre l'homophobie, etc. Donc en fait, l'État, en tant que tel, n'est pas mauvais. La question, et le fait qu'il exerce des pouvoirs n'est pas mauvais, je veux dire, la contrainte fiscale et la condition du financement de la sécurité sociale. Donc le fait qu'il y ait de la police qui oblige les gens à payer l'impôt ne me gêne pas, moi, du point de vue qui finance la sécurité sociale ou l'école publique ou des bourses pour des migrants, etc. C'est ce que je veux dire. Donc en fait, je suis pas contre l'État, du tout. Par contre, la question, c'est sur quoi est-ce qu'on peut fonder la contrainte et jusqu'où on va dans la contrainte. Et moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, la tendance de la théorie politique, c'est de penser qu'il faut fonder la contrainte sur la procédure, c'est-à-dire au fond de fonder toute la notion un peu stupide d'état de droit, c'est-à-dire qu'au fond, ce qui compte, c'est les procédures et peu importe le résultat objectif de la loi. Ça, c'est une approche formaliste du droit, mais dont la critique marxiste a toujours montré qu'en fait, elle a pour conséquence nécessaire, si elle est aveugle à ses conséquences, d'être plutôt dans le sens de la reproduction des inégalités instituées. Donc une conception procédurale du droit, chez Habermas par exemple, est une conception substantialiste qui n'a pas conscience d'être du côté de la reproduction des inégalités et des inégalités de pouvoir instituées, une loi neutre, etc. Alors qu'au contraire, un processus substantialiste, c'est-à-dire qui fonderait la loi sur la conception de la justice, ou sur une théorie de la justice, à ce moment-là ne s'intéresse pas tellement à la question des procédures, du vote, des juges, etc. Peu importe ça, mais essaie de fonder la contrainte sur des effets d'émancipation, de diminution de la violence dans le monde qu'elle pourrait produire. Mais donc, ça rentre effectivement dans le fait que l'enjeu n'est pas
que la majorité est la loi, ou que les juges sont les lois, c'est que la justice, et que la loi soit juste. Voilà. Et qu'en fait, on s'en fout des procédures et du nombre de gens qui la soutiennent. La question, c'est est-ce que c'est juste? Donc ça suppose de rentrer dans une pensée non démocratique de l'État, d'accord, au nom de la justice, et d'une conception substantialiste de l'ordre social et des transformations qu'on peut y apporter. Quand on dit non démocratique, alors les gens vont tout de suite avoir peur, mais je dis quand même très simplement, c'est que ce que montre l'histoire et la vie, quoi, c'est que le but dans la vie n'est pas que les procédures soient respectées, c'est que les gens vivent mieux, d'accord. Et ce à quoi a abouti la démocratie ces derniers temps, ça a été plutôt l'élection de Trump, le Boris Johnson, ce qui s'est passé pour les migrants, les chutes de l'espérance de vie sous... alors j'ai oublié ça, mais sous Bush, je crois qu'il y a genre 8 ans de perdu d'espérance de vie chez les Noirs américains, à cause des réformes néolibérales. Non mais ça veut dire que c'est considérable, quoi. Donc la démocratie, c'est aussi ça. Donc si on dit qu'on est non démocratique, la démocratie c'est ça, peut-être la non-démocratie c'est mieux que la démocratie. Si la non-démocratie c'est la justice, et qu'on se donne les moyens de ne pas accepter des lois juste parce que les gens sont plus nombreux sur un territoire à vouloir nous l'imposer parce qu'ils sont plus injustes ou plus violents que les autres, d'accord. Et on pourrait quand même organiser la société d'une manière à ce qu'il y ait quelque chose de plus importante que le nombre, et que qu'est-ce que le nombre décide d'imposer aux autres, d'accord. Donc il faudrait passer à une administration scientifique des choses. Voilà, la formule de Reich, à la substituer à l'idée politique. Il faut substituer une théorie scientifique du gouvernement à une théorie politique. Ça, j'en suis absolument convaincu. Et la forme que ça donnerait, c'est l'une des choses sur quoi je suis en train de réfléchir en ce moment. Donc, je peux pas vous donner la réponse maintenant, parce que c'est sur quoi je suis en train de réfléchir. Donc finalement, c'est la dernière question. Est-ce que l'idéal politique, si vous envisagez un idéal politique derrière toutes ces réflexions, c'est un idéal politique qui est non démocratique? Oui, tout à fait. Je pense que la démocratie, ça doit être un moyen, c'est pas une fin. La fin, c'est la justice, c'est l'égalité, c'est la liberté, c'est que les gens vivent mieux, c'est que les gens soient plus heureux, c'est que les gens aient du bonheur. C'est le pluralisme, etc. Et ça peut être garanti par des pouvoirs qui sont pas nécessairement démocratiques. Je rappelle, parce que c'est quand même important, que les États contemporains sont pas du tout fondés sur le principe qu'on appellerait démocratique. Je rappelle quand même que toutes les lois que nous avons sont susceptibles d'être cassées par des juges non élus, quand même, soit par la Cour de cassation, soit par la Cour des droits de l'homme ou la Cour suprême aux États-Unis, et que tous nos États sont quand même fondés sur l'idée selon laquelle, même s'il y a 90% des gens qui sont pour une loi, si 3 juges décident de les casser, elle est cassée, elle n'est pas appliquée, d'accord. Donc ça veut dire que l'idée de démocratie n'est déjà pas à l'œuvre du tout dans nos États. Nous savons qu'il y a des rationalités supérieures à ce que veut la majorité pour ne pas transformer toute volonté comme loi, d'accord. Et pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais ça peut être par exemple que la peine de mort aujourd'hui il n'est pas possible d'être instituée en France parce que sinon la Cour européenne des droits de l'homme va le casser, va nous obliger de ne pas le faire, etc. Donc ça peut être ou la Cour suprême américaine qui là va peut-être revenir sur l'avortement, mais qui est aussi celle qui a enlevé la ségrégation, qui a fait le mariage gay, etc. Et qui a fait des progrès pour la protection contre la police à des moments où elle était plus activiste que maintenant. Donc en fait tous les États contemporains sont déjà fondés sur l'idée selon laquelle il y a quelque chose d'autre que la majorité ou le vote qui doit gouverner nos États, qui s'appelle le droit, ce qu'ils appellent le droit en tout cas, et des juges qui peuvent nous gouverner à 8. Non mais c'est vrai, en fait, et donc 8 c'est 4, parce que c'est la majorité, qui peuvent gouverner tout le monde. Et toutes les lois sont en droit censurables par conséquent, donc par 4 personnes. Donc en fait, aujourd'hui on est gouverné par 4 personnes. Je veux dire, c'est ça qu'il faut dire, si on est rationnel, si on va au bout de la pensée. Donc, si jamais je remplaçais les juges, Laurent Fabius, etc., par des intellectuels critiques, qui seraient 4 aussi, et qui géraient toutes les lois, est-ce que ce serait forcément pire? Et on dirait que c'est pas démocratique, mais ça l'est déjà pas aujourd'hui. Alors pourquoi s'il y avait un conseil scientifique avec 4 intellectuels critiques, Judith Butler, moi, Angela Davis, etc., et on serait on pourrait s'en servir toutes les lois. Alors ce serait la première chose, ce serait un conseil intellectuel. Et pourquoi est-ce que ce serait pire? C'est un beau idéal politique aussi, du coup. Bah ouais, il y aurait ça, voilà, on ferait un conseil comme ça, et on pourrait censurer toutes les lois. Ce serait pas formellement différent de ce qu'il y a maintenant. Et qui peut dire que ce serait un problème? Bah, merci beaucoup Geoffroy de la Cannerie sur cet entretien. C'était utopique, assez imaginatif, mais c'est pour qu'on réfléchisse à la possibilité de se donner d'autres modèles.